Hey, salut la gang! Joyeux Noël! Il doit être à peu près Noël quand vous allez écouter ça, ou après Noël si vous n'êtes pas sur Patreon, ou peu importe. Joyeux Noël! Bonne année! Afuera! Ça, je pense qu'il faut que ça, Happy Hanukkah. faut que ça devienne le mot d'ordre du trio économique. Ouais. Afuera! Afuera! La scie mécanique est Peux-tu officiellement... avoir le bruit pour commencer? Commencer l'année? Ouais, Commencer l'année. Ouais, j'aimerais ça 2024. entendre. Je vais entendre la tronçonneuse. C'est vraiment mon son préféré maintenant. J'adore. Afuera! Afuera! Je sais pas pourquoi ça a fait capoter tellement de monde, ça, qui utilise une chainsaw de même. Je trouve ça juste magique. C'est ça Ouais, qui mais est c'est dans très ça, clair, le fun. c'est très clair qu'est-ce qui va se passer aux dépenses publiques, là. Oh, ouais, c'est très, très clair. Ça a bien commencé. Juste avant de commencer le sujet, je trouve que c'est important, une fois de temps en temps, de se rappeler de la pertinence des gens qui sont le quatrième pouvoir. C'est ça, quatrième ou cinquième? Je ne sais plus. Donc, C'est les Fifth médias. Estate en anglais, puis quatrième pouvoir en français. Je Ouais. jamais compris celle-là. Donc, les gens qui sont censés nous informer quand même pour nous tenir au courant, là, je suis sur un article de première importance. C'est une entrevue qu'a réalisée Nathalie Normando sur la perte de poids de Gaétan Barrette. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment que je trouve... Ben, sérieusement, au moins, je suis informé des vraies affaires. C'est pas comme les fake news sur Internet avec la désinformation, puis le deepfake, puis tout ça. Là, au moins, je sais des choses sur la gestion corporelle de Gaétan Barrette. Donc, les YouTubers, c'est des tout croches. Je vous apprendrai rien des YouTubers, mais les YouTubers que vous écoutez présentement, la semaine passée, ont fait un épisode d'1 heure au complet pour débattre le mythe d'un politicien. C'est quand même pas pire, pareil, pour des YouTubers, des informateurs. Fait que si on était des gens... Quand j'entends qu'un politicien a perdu du poids, ce que j'entends, c'est l'affaire de Mike Huckabee. Tous les politiciens qui veulent perdre beaucoup de poids ou François Hollande, c'est qu'ils se préparent à se présenter pour un niveau supérieur. Il y a littéralement beaucoup d'articles scientifiques qui ont été écrits sur... Attends, des articles scientifiques là-dessus? Oui, parce que les politiciens qui veulent se présenter à des niveaux supérieurs savent que les gens n'aiment... qu'il y a une pénalité sur le surpoids, pour vrai. Chris Christie n'avait pas eu le mémo quand il voulait s'essayer. Non, mais Chris Christie, à chaque fois qu'il se présente, il essaie de perdre du poids. Attends un peu, là, t'es-tu en train de nous dire que Gaétan Barrette est en train de se préparer à la chefferie du Parti libéral du Québec? Ben, je pense qu'il y pense. Ben, surtout il peut le faire. Cette prédiction-là... Là, on est trop cruel. T'as fait une prédiction avec son analyse corporelle. Tu dis que ça s'en vient, notre prochain PM bientôt pourrait être Gaétan Barrette. J'ai une grosse prédiction pour le début 2024. Là, c'est la probabilité conditionnelle. Là. Fait que là, première probabilité, c'est je pense que le comportement exhibé vient avec le fait qu'il y a une littérature qui suggère que les politiciens sont conscients de leur image corporelle et que généralement, à la veille de se présenter pour une fonction supérieure, ils ont tendance à essayer de l'améliorer. François Hollande l'avait fait, Mike Huckabee l'avait fait aux États-Unis quand il était gouverneur. Chris Christie essaye de le faire. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, ça augmente la probabilité qu'il veuille se présenter. Mais ça veut dire aussi qu'il le fait juste pour des raisons normales, que la plupart des êtres humains disent qu'ils veulent perdre du poids. Mais là, après ça, il faut que tu ajoutes la probabilité que le Parti libéral gagne quelque chose. Lâche les probabilités, scrape pas le fun. Vincent, tu viens de faire une prédiction qui, dans 2 ans et demi, va peut-être faire en sorte que les gens s'imaginent que tu es un dieu de la prédiction. Là. Ben oui. Écoute, je le partage à l'écran parce que... Je suis pas Nostradamus, Frank. Ouais, je le partage à l'écran parce que des fois, des gens, je ne sais pas pourquoi s'imaginent qu'on invente des trucs, là, mais c'est vraiment un vrai article. Je vais juste vous le dire. C'était un sujet discuté à la radio numéro 1 de l'île au génie, qui est le 98.5, sur de 44 minutes? Oui, une entrevue de 44 minutes sur le poids de Gaétan Barrette. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est d'intérêt public. Donc, si on était des gens sérieux, on parlerait de ça aujourd'hui. Mais vu on fait de la désinformation sur Internet, on va parler d'affaires frivoles comme la mobilité au Canada. Mobilité sociale. La mobilité sociale au Canada. Eux, ils ont le droit à des subventions, pas nous. Non, c'est ça. Nous autres, c'est pas sérieux. Fait que, écoute, moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils parlent de ce qu'ils veulent avec leur argent. Oui, avec leur argent, moi, c'est encore la leur. Puis sûr, c'est la leur.
Parce qu'on rappellerait qu'il y a quand même une partie de l'argent de la caisse de dépôt là-dedans. Ah, pas tout à fait, Frank. Ça, c'est inexact. Ouais, mais dans le portrait global, c'est ça pareil. Ben, ben, juste pour être précis, on est quand même une place sérieuse. Ouais, il ne faudrait pas désinformer. Là. Non, c'est ça. Cogeco Media appartient à Cogeco Inc., CGO. Et par contre, la caisse de dépôt, son argent, elle est dans Cogeco Communication, qui est une branche de Cogeco Inc. et qui n'a pas de lien direct avec Cogeco Media. Soyons clairs. On est très près de l'inceste, mais on ne l'a pas encore fait. Ouais, c'est ça. Il a juste ouvert un peu la porte de la douche puis il l'a refermé. C'est ça. Il dit, oups, non, c'est ma cousine qui est là, je referme la porte. Non, mais d'habitude, c'est Vincent qui fait des affaires sur le. Non, mais tu sais, le fait que t'es Saguenayen. Mais j'ai le droit, moi, j'ai le droit de rire de ça. Que... Ouais, est-ce que tu parles d'expérience? Ouais, c'est ça. Oh, incroyable. Ça s'est passé dans son arbre généalogique. Ouais, non, c'est ça. Tant que c'est dans l'arbre gynécologique, c'est correct. Tu sais comment tu décides un arbre généalogique au Saguenay, right? Tu fais une ligne droite. Il y a un arbre qui a été émondé. Il n'y a plus de branches. On vient de perdre tous nos auditeurs de cette région-là. Le seul podcast non écouté au Lac-Saint-Jean. Les gens savent qu'on fait des blagues. Hey, je vous aime autant que vous aimez vos sœurs. C'est ça. C'est assez, là. Ok, j'arrête. Je promets, j'arrête. Donc, Vincent, aujourd'hui, c'est encore du débunkage de mythes. Donc, c'est ça, dans le fond, je pense c'est la deuxième semaine qu'on réagit à des messages de PSPP et autres. Donc, c'était quoi, là? Là, c'est quoi l'affaire? C'est que là, et autres. C'est juste une thématique récurrente. On va devenir sérieux. Hey, on s'est cassé un peu là, au début. Mais c'est toujours ça qui arrive quand on n'est pas de Patreon, c'est qu'on commence le podcast d'après avec comme un autre si c'était Patreon. Un Patreon. C'est dur d'être sérieux, puis gentil, puis généreux pendant 1 heure. Je pense que j'ai 1 heure de générosité par jour. Ouais, après ça. Puis après ça, c'est dur. C'est très dur pour moi. Mais c'est un thème récurrent là, au Canada. C'est l'idée qu'il y a une classe moyenne qui décline ou qu'il n'y a pas d'amélioration de qualité de vie pour les gens. Au milieu de la distribution. As-tu des exemples de citations qui t'amènent à réagir à ça? Écoute, PSPP en avait fait une il y a une couple de jours, puis malheureusement, je ne la retrouve plus, puis ça mérite un tout petit peu. Mais je me souviens que Justin Trudeau avait fait aussi une information de ce genre-là. L'appauvrissement de la classe moyenne. C'est un thème récurrent qu'on va voir aussi du côté conservateur, généralement. C'est pas juste les politiciens de gauche qui utilisent ça. Là. Effectivement. En fait, les conservateurs vont dire ça. Je me souviens d'avoir entendu Pierre Poilievre dire ça, que ça va être la première génération qui ne gagnera pas autant que leurs parents, donc qui implique que la mobilité sociale est à la baisse. Qu'il n'y a pas eu de croissance dans les dernières années, un paquet d'affaires comme ça. Définis mobilité sociale. La question, c'est est-ce que ton revenu à toi comme personne augmente à travers le temps? Est-ce que pas juste que ton revenu absolu augmente, mais est-ce que tu montes le long de l'échelle? Fait que si tu es né dans le plus bas 10%, est-ce que tu es plus tard dans le milieu ou au top de la distribution? Est-ce que tu augmentes relativement à tes parents aussi? Puis on sait que la distribution, un des facteurs de corrélation entre ton rang dans la distribution et la démographie, le lien le plus fort, c'est l'âge, généralement. Donc, plus tu augmentes en âge, plus tu montes les échelles d'habitude. Yup. Il y a une grosse relation à ce titre-là. Mais ça, en fait, l'idée, c'est est-ce que si tu es né dans le bas de 10%, tu vas rester toute ta vie dans le bas de 10%, même si l'économie en général augmente. Puis si tu es né dans le 10%, tu restes dans le top 10%. Donc, l'idée, le terme pour ça, c'est l'absence, la persistance intergénérationnelle ou intertemporelle, là, si tu regardes à l'intérieur d'une vie. C'est est-ce que tu restes tout le temps dans le même groupe? J'ai la misère à croire que c'est vrai. Là. Ben écoute, c'est quelque chose qui est avancé beaucoup, puis il y a clairement une baisse relativement à ce qu'il y avait, disons, dans les années 50-60. Okay? Il y avait beaucoup plus de mobilité sociale dans le passé. Mais quand tu regardes les chiffres, c'est probablement surexagéré pour plusieurs raisons.
Une, c'est que ça se mesure combien, à base, là, ça se mesure comment la mobilité sociale? Ben, il y a 2 mobilités que tu peux mesurer, la mobilité absolue et la mobilité relative. Absolue, c'est juste ton gain de revenu relativement à tes parents. Mais le problème, c'est que c'est quoi le gain relativement à tes parents, à quel âge? Fait que dans le passé, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait à l'âge à 30 ans, est-ce que tu as dépassé le revenu de tes parents ou d'un de tes parents? Puis c'était ce qui était utilisé. Mais l'affaire, c'est que maintenant, les gens rentrent beaucoup plus tard sur le marché du travail. Ouais. Donc, moi, je rentrais, si j'étais né en 1950, je serais rentré sur le marché du travail à 17, 18, 19 ans. Alors qu'aujourd'hui, j'ai eu ma première job temps plein, là, donc pas des job-in de sides, je l'ai eu à 24 ans. Tu as des gens qui rentrent beaucoup plus tard puis qui ne travaillent pas du tout pendant longtemps. Donc, est-ce que 30 ans, c'est la bonne âge? Quand tu changes de 30 à 40, il y a beaucoup plus de mobilité absolue. Ouais. Donc là, que relativement à tes parents ou relativement à toi-même dans le passé, tu as des gros gains. C'est juste que maintenant, on commence à travailler plus tard, mais aussi on travaille plus tard. Donc, ça ressemble à quoi les chiffres présentement au Canada, par exemple, la mobilité à 30 ans? Donc, à 30 ans par rapport à tes parents, tu gagnes 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, 30 de plus? Écoute, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est qu'à peu près 70% des Canadiens ont un revenu, à 40 ans, ont un revenu supérieur à celui de leurs parents. C'est juste à l'inflation, ces affaires-là? Oui, ça doit l'être. Mais il y a plein d'autres ajustements qui doivent être faits. C'est quoi la taille du ménage? Est-ce que dans quel endroit tu vis? Il y a plein de petites complications qui ajoutent, mais il y a clairement l'air d'avoir beaucoup de mobilité sociale encore au Canada. Mais l'autre mobilité, c'est celle qu'on appelle relative. C'est, on va dire, ben, est-ce que le rang, puis là, c'est pas juste la question de ton revenu absolu. C'est est-ce que si tu es né dans le bas de 10% de la population, est-ce que tu crois à la même vitesse que tout le monde? Mais donc, c'est-à-dire que 20 ans. Ouais, vas-y. Avant que tu ailles là, juste finir avec la mobilité absolue. Tu vis dans un pays que 70% des gens, ajustés à l'inflation, gagnent plus que leurs parents. J'aime ça. Je trouve que c'est cool, ça. C'est un pays qui est le fun de vivre. Je me trompe? Oui, puis il ne faut pas oublier qu'il y en a qui gagnent moins que leurs parents. Ça peut être des gens qui sont nés juste dans des ménages immensément riches. On peut penser qu'un pays dictatorial, le chiffre serait à 10-15%, puis un pays qui ne s'améliore pas vraiment, qui stagne, serait à 50%. Je pense que ce serait... 50%, c'est un chiffre que je trouverais qui commencerait à indiquer un certain malaise social. Ben, une stagnation, dans le fond, parce que c'est 1 sur 2 qui s'améliore, 1 sur 2 qui se plante par rapport à ses parents. À peu près. C'est un flip coin rendu là. Fait que c'est pas un pays qui s'améliore, mais 70%, ce genre de chiffre-là, tu dis, il y a 30% des gens qui font pire que leurs parents, il y a 70% des gens qui font mieux que leurs parents. C'est un pays qui est en bonne santé, ça. Oui, ben en fait, zéro, ça voudrait dire qu'il y a zéro croissance en général. Hein? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu as... Non, mais que tu as zéro croissance à travers le temps. Si tu as un peu de croissance économique, juste par croissance économique, tu devrais avoir une idée que tu devrais avoir des chances de dépasser tes parents. Si tu te retrouves avec 50% alors qu'il n'y a pas de croissance économique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de redistribution. Mais tu sais, ça dépend un peu de d'autres facteurs. C'est pour ça que la mobilité relative devient intéressante. Puis c'est là, tu as de savoir, c'est OK, en tenant compte de la croissance économique qu'il y a en général, est-ce que toi, tu grimpes sur l'échelle? Donc, c'est pas juste. On parle de percentile, probablement. Là. Généralement, percentile, des fois décile, quintile aussi. Mais quand tu regardes ça au Canada, ça, c'est clair qu'il y a eu une baisse. Mais l'affaire, c'est que, encore une fois, il y a des problèmes avec la mesure parce qu'il faut que tu compares. Quand tu compares à tes parents, c'est relativement à quand dans le passé? Est-ce que c'est tes parents à 30 ans? Est-ce que c'est tes 2 parents, puis il y a des problèmes de mesurer dans le passé? C'est quoi les données qu'on a? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de croire qu'on surestime la mobilité dans le passé, de beaucoup. Puis qu'on mesure beaucoup mieux celle d'aujourd'hui. Par exemple, justement, les femmes à l'époque qui ne travaillaient pas, exactement, comment qu'on fait pour intégrer ça dans les données la journée que leur petite fille travaille? Je veux dire, oui, elle gagne pas cher, elle fait beaucoup moins que papa, mais je veux dire, elle fait clairement plus que maman. Là. Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est un des facteurs. Fait, comment tu comptabilises? Puis ça, c'est la question de la taille de ménage. Est-ce que c'est le revenu du père ou c'est le revenu du ménage? Mais là, si tu prends le revenu du ménage, ben, il y a le fait que les ménages, dans le temps, étaient plus gros qu'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on choisit souvent de vivre dans des ménages plus petits ou de vivre seul. Donc, il y a plus de gens qui vivent seuls, point barre. Puis ça a un effet sur la mesure. C'est tous des facteurs qui sont un peu difficiles à mesurer. Mais il y en a un qui est bien plus important, c'est que dans le passé, surtout dans les années, quand on mesure les années 40, 50, est-ce que
le revenu qu'on avait, on sous-estime le revenu des gens parce que tu avais beaucoup du salaire que les gens recevaient qui était du salaire en nature et qui n'était pas déclaré fiscalement et donc qui n'est pas dans les données. Donc, on sous-estime le revenu des parents des gens qui sont nés en 1940. Le boucher partait avec un quartier de viande. Exactement. Fait que la rémunération réelle, alors qu'aujourd'hui, la rémunération en nature, c'est à peine 2 de tout. Dans les estimés qu'on a des comptes nationaux, c'est à peine 2 de tout ce qui est payé aux gens. Dans le passé, c'était plus comme 15, 20, des fois même 30 C'était beaucoup plus important, surtout pour les gens qui étaient dans le secteur agricole. Donc, tu sais, on surestime beaucoup la mobilité dans le passé. Le passé n'était pas aussi mobile. Fait que, tu sais, j'étais un peu en train de tuer un mythe que la droite aime dire que le passé, c'est surtout aux États-Unis, que c'était le land of opportunities. Non, les États-Unis n'ont jamais été une société hyper mobile dans le passé distant. Ils sont devenus plus mobiles depuis, mais ce n'était pas une société qui était aussi mobile qu'on le disait. Le Canada partage le même assessment. Mais il n'y a pas l'air d'avoir une grosse... Si tu tiens compte de ces facteurs-là, c'est dur de dire avec certitude s'il y a une baisse. Mais ce que je pense qui est bien plus hot, puis c'est la partie que je voulais le plus parler, c'est que tu peux la casser de manière régionale, la mobilité, puis voir où est-ce que la mobilité est plus forte au Canada. Tu veux dire entre les différentes provinces? Là. Entre les différentes provinces ou même les counties, là, ben pas les counties, mais les régions. Aux États-Unis, c'est les counties, mais au Canada, c'est les CMAs, Census Metropolitan Area. Puis, écoute, je vais prendre le premier share screen que je peux faire avec Frank. Puis là, je vais montrer intergénérationnel. Puis après ça, on peut montrer par province. Là. Il était où? C'est lui. Fait que là, ici, ça, c'est la carte. Apparaître ici. Donc là, on a la carte du Canada pour les gens qui sont juste en audio. Là, on va l'expliquer brièvement. Yep. Donc, on a la carte du Canada qui est à l'écran, mais ce n'est pas une carte que vous êtes habitué de voir. On voit, c'est comme découpé par... CMAs. Donc, les divisions du recensement, en gros. Okay. C'est le recensement, le Bureau du Statistique Canada crée des divisions régionales. Puis, en gros, sur cette carte-là, ce qui est montré, c'est la probabilité de rester dans le plus bas 20% de la population si tes parents étaient aussi dans le bas 20%. OK. Donc, plus c'est rouge, moins il y a de mobilité sociale. Exactement. Plus tu es stické d'où est-ce que tu es né. Ben, puis plus c'est vert, mieux c'est. Mais si tu regardes au Canada, les endroits qui ont peu de mobilité sociale, c'est le Manitoba et les provinces maritimes, le Québec au milieu. Et le Nord, évidemment. Et le Nord, pour des raisons un peu évidentes, là, liées à la qualité absolument atroce des institutions gouvernementales à l'égard des Nord Autochtones. Du BC aussi, qui n'est pas terrible. Mais les endroits où est-ce que c'est plus pâle ou même vert, puis vert, ça veut dire que tu as 20% de chance de rester dans le bas de 20%, c'est tout en Alberta. Ou un petit peu en Saskatchewan aussi. Ouais. Fait que ben ça veut dire que tu as beaucoup plus de mobilité sociale en Alberta que dans les provinces, les autres provinces. C'est pas juste le pétrole, parce que ça spread en Saskatchewan, puis on sait que c'est pas vraiment ça qui se passe en Saskatchewan. Là. Exactement. Puis ça, c'est intergénérationnel. Okay? Ça veut dire... puis ça vient tout avec les problèmes que j'ai mentionnés. Mais tu peux aussi le faire avec d'autres choses. Fait que je vais juste arrêter ce share screen-là. StatScan une autre série de données qui est vraiment hot, mais ce n'est pas intergénérationnel, c'est la mobilité par fenêtre de 5 ans pour une personne. Donc, ça veut dire qu'on prend le même groupe de personnes, puis on les regarde 5 ans plus tard, puis après ça, on va juste changer la fenêtre à chaque fois. Donc, c'est toujours... on parle juste de revenus ou on parle de qualité de vie, on parle de choses que tu peux acheter ou de revenus seulement? On parle revenus ajustés pour l'inflation puis la taille du ménage. Fait que le fait qu'on ait des gains de productivité qui nous permettent d'avoir des coûts de divertissement faibles, des outils technologiques à faible prix maintenant, des choses comme ça, c'est pas comptabilisé là-dedans. Là. C'est vraiment juste revenu, point final. Exactement. Fait que là, je vais montrer un autre graphique. Là. Ça, c'est la mobilité par décile. Okay? Décile, ce que ça veut dire, c'est la tranche de 10% de la distribution que tu es. Sur le graphique qui est là, je monte par province. Puis chaque point, c'est sur une ligne, c'est, mettons, de 1982 à 87. Le point d'après, c'est de 83 à 88. De 84.
Puis les deux lignes, tu as le décile inférieur puis tu as le décile supérieur. Le décile inférieur, c'est le bas 10%. Le bleu, c'est la moyenne de tout le monde. OK? Fait que combien de mouvements tu as eu? Bien, si tu regardes, là, l'Alberta, en moyenne, quelqu'un qui est dans le bas 10% va sauter en intérieur de 5 ans de 2,5 à 3 déciles plus haut. Fait qu'il passe des 10% pire, il passe aux 40% pire en moyenne. Il arrive au milieu. Ce qui est le point un peu du début, là, je disais que c'était lié un peu à l'âge. Donc, le fait de vieillir, le fait de prendre en expérience dans ton entreprise, le fait de décoller une entreprise, le fait d'avoir des promotions, de devenir un cadre, ainsi de suite. C'est ça qui est comptabilisé de cette façon-là. Ben, quelqu'un qui est dans le bas 10%, donc qui a un salaire d'étudiant ou qui commence sur le marché du travail, ben, il fait un bon jump pendant de 5 ans. Exactement. Puis là, quand tu regardes, l'Alberta a une belle tendance. Okay? Elle augmente un peu à travers le temps. L'Ontario a à peu près le même niveau, mais l'Ontario a tendance à baisser. La Colombie-Britannique était à peu près au même niveau que l'Alberta, mais une grosse baisse à travers le temps. Et à part ça, toutes les autres provinces font pire. Okay? Manitoba, c'est en bas de 2,5. Nouveau-Brunswick, c'est en bas de 2,5 comme il faut, mais il y a des améliorations. Terre-Neuve, il y a des améliorations. Nouvelle-Écosse, c'est absolument atroce. Terre-Neuve, ça en vient vraiment un success story au Canada. Là, tranquillement. Malheureusement, c'est sous-estimé les gains que le Newfoundland a, puis il pourrait faire beaucoup plus s'il se commettait à des réformes beaucoup plus en profondeur. Mais le Québec est particulièrement, il n'y a rien. Stagnant. C'est stagnant. Puis ça, là, je suis généreux parce que la courbe que je présente, ce n'est pas le revenu de marché, c'est après les transferts gouvernementaux. Quand tu prends les revenus de marché, là, avant le transfert de l'État, tu as encore plus de mobilité relative en Alberta. Fait que la seule raison que tu as un peu de mobilité au Québec, c'est que l'État transfère un paquet d'argent aux gens. L'Alberta, tu as autant de mobilité sans l'État qu'après l'État. Fait que nous autres, on se fait croire qu'on est une terre d'opportunité parce qu'on envoie des chèques aux gens. Yep. L'Alberta, eux autres, de leur côté, c'est de dire « Viens travailler chez nous, puis advienne que pourra ». Et on dirait que la stratégie fonctionne un peu mieux en Alberta. Exactement. Exactement. Puis je vais souligner que toutes les places qui sont à la descente, là, parce que j'ai un article qui avait travaillé sur ça dans Journal of Institutional Economics, puis je vais donner le lien à Frank pour qu'il le partage. La liberté économique, donc les indices de la taille de l'État, du niveau de taxation, puis de la réglementation du marché du travail, est un prédicteur hyper puissant de la mobilité totale. La migration interprovinciale ajoute beaucoup là-dedans, dans le sens qu'il y a quelqu'un qui est dans le bas 10% au Québec, mais parce qu'il commence dans la vie, puis tout ça, puis qui dit « Écoute, go west, young boy, s'en va en Alberta ». Ça doit avoir un impact assez majeur, le fait que la migration interprovinciale des provinces comme le Québec vers les provinces de l'Ouest depuis toujours. Tu sais, je veux dire, on a perdu à peu près 600 000 personnes depuis les années 70. Là. C'est un facteur qui est important. Oui. En fait, si je me souviens bien, puis là, je ne me souviens plus du détail sur ça parce que j'ai écrit l'article en 2021, puis c'était un détail dans une note en bas de page. Je pense qu'ils utilisent la place finale de la personne. Fait que quand on a le revenu de départ, on a le revenu de l'année de départ, mais on va classifier la personne en Alberta si à l'année finale, elle est en Alberta. Fait que ça a un impact. Je veux dire, l'Albertain qui a augmenté de 3 classes dans le décile, mais qui partait du Québec en bout de ligne. C'est probablement encore plus de mobilité. Fait que c'est pour ça que si je prends la moyenne, mettons, de toutes les provinces, ça ne sera pas le même que si je prends tout le monde au Canada. Puis nous autres, l'effet contraire, ça nous nuit. C'est quelqu'un qui était dans le décile en bas, ben, il n'est pas dans nos stats. La personne qui a amélioré son sort en émigrant dans une autre province n'est pas dans nos stats. Elle est dans les stats albertaines, elle n'est pas chez nous. Exactement. Fait que c'est quand même assez impressionnant, ce niveau de mobilité. Puis ça, c'est de la mobilité relative qu'on voit. Mais tu peux avoir aussi de la mobilité, quand on regarde la mobilité absolue, je peux prendre la croissance du revenu sur 5 ans. Puis ça, c'est pour tout le monde. Okay? Sur 5 ans, comment est-ce que ton revenu augmente? Mais on entend parler beaucoup de ça quand on parle du salaire minimum. Hein? On dit, hey, là, il faut augmenter le salaire minimum, c'est important, c'est pas drôle de passer sa vie au salaire minimum. On oublie tout le temps que les gens qui travaillent au salaire minimum ne passent pas leur vie au salaire minimum. Non, en effet. En effet. C'est assez prouvé par tes graphiques. Là. Je veux dire,
t'es dans le 8e percentile. Il y a eu seulement 8% des Canadiens ou des Québécois qui font pire que toi en termes de revenus. Ben, si on regarde 5 ans plus tard, en moyenne, tu vas être rendu 35e percentile à peu près. Là. Quand même assez spectaculaire. Oui, mais écoute, la mobilité relative, c'est encore plus déprimant à regarder que la mobilité absolue, parce que ici, ce que je montre, là, tu as absolument raison, puis ça va aller exactement à ton point. Ça, c'est la croissance du revenu des plus pauvres, donc les 10% les plus pauvres, sur 5 ans. Okay? Donc, 1982 à 1987, de comment ton revenu a augmenté. Le chiffre, mettons, si ça arrive à 3, ça veut dire 300%. Bien, en moyenne, là, à l'exception du milieu des années 90, un Albertain là, qui avait un gain de revenu dans cette période-là grimpait d'à peu près... il triplait son salaire. Il triplait son salaire. Mais si tu regardes avec toutes les autres provinces, en quelque part, là, ton revenu sur 5 ans, au pire, il augmentait d'à peu près 150% et au mieux d'à peu près 300%. Wow. Il n'y a aucune province sur 5 ans. Ça veut dire que ton revenu, il triple sur 5 ans. Là. Okay? En fait, 300%, ça veut dire qu'il quadruple. 100%, ça veut dire qu'il double. Okay? J'ai fait une petite erreur qu'un journaliste pourrait avoir fait. La Colombie-Britannique est moins bonne. Le Manitoba est moins bon. Le Nouveau-Brunswick est moins bon. Newfoundland est moins bon. La Nouvelle-Écosse est moins bonne. L'Ontario est maintenant moins bonne avec commencé, élevé et plante. L'île du Prince-Édouard, c'est de la merde. Le Québec, s'il y a des années que c'est à peine 100%, puis ça n'augmente pas, ça va au mieux 200%, fait que double à triplé, versus l'Alberta de plus que double à quadruplé. Et Saskatchewan, des améliorations un petit peu relatives dans les années 90. Et rappelons qu'au Québec, c'est artificiel. C'est pas parce que tu as eu une meilleure job, c'est que tu as eu des transferts. Exactement. Puis ça, encore une fois, je montre ici, c'est after tax. Before tax, tu as autant de mobilité en Alberta. C'est gigantesque la mobilité du revenu de marché des gens. Puis ça, là, je pense que c'est vraiment important de souligner parce que dans la discussion sur la mobilité sociale, tout le monde pense à plus d'intervention de l'État. Puis la recherche que moi, je fais présentement avec un paquet de monde, puis c'était ça la conférence que je vous ai ditchée il y a 2 semaines. Puis là, vous avez ri de moi. C'était une conférence sur ça, puis j'avais été invité à cause de mes travaux. Puis j'étais puis nomme-les, les gars. Oh ouais, je vais les nommer. James Heckman, qui est le Nobel, qui est mon idole comme économétricien. Okay? Pour moi, c'était... Il y a des gens qui voudraient rencontrer Ron Jeremy. Il y a d'autres personnes qui voudraient rencontrer Keith Richards. Il y a des gens qui ont des idoles. Que Heckman, c'est ton Ron Jeremy à toi. Ben écoute, pour quelqu'un qui aime l'économétrie comme moi, rencontrer James Heckman, c'est comme rencontrer le gars qui a tout fait. Moi, je me demande Ron Jeremy, c'est qui par rapport à Justin Trudeau? C'est juste ça que je me demande. On sait que Keith Richards, c'est son père. Mais je sais pas. Écoute. Peut-être Ron Jeremy, c'est sa tante. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Écoute, anyway. Là, le pire, c'est qu'on a parlé beaucoup, moi puis lui, puis on s'échange par courriel en plus. Fait que je suis pas mal sûr que je suis en train d'un peu de l'insulter par accident, mais c'est sûr que si un prochain courriel tu envoies, tu dis que t'es vraiment mon Ron Jeremy. Ça risque pas d'être ma meilleure. On ne plus avec! mais il est vraiment... En tout cas, mais on parlait le but, c'était de parler de nos recherches puis de collaborer à toute fin pratique. Puis il y avait aussi d'autres personnes comme David Splinter qui a passé les dernières 2 semaines à fesser sur Piketty avec son gros article. Celui qui a été mentionné dans l'entrevue de Gérald Filion, Richard Burkhauser. Fait que j'étais vraiment content d'y aller. Puis j'ai pu parler de ces travaux-là que je suis en train de faire sur la mobilité sociale. Puis le point que je fais, c'est que tout le monde, présentement, quand il parle de mobilité sociale, il parle de il faudrait que l'État fasse plus, il faudrait qu'on fasse plus de transferts sociaux, il faudrait qu'on pense au revenu minimum garanti, alors que mes travaux à moi, c'est de dire que oui, il y a des mesures que l'État peut faire qui aident la mobilité sociale. Dépenser sur l'éducation, ça aide. C'est ce que j'aime de ton podcast aujourd'hui? C'est que la gauche a son anane depuis toujours. La redistribution de la richesse. Qui est un objectif qui se servent comme acte de noblesse de leur côté. Regardez comment je suis une bonne personne. Mon objectif comme politicien, c'est de redistribuer la richesse. Robin des Bois. Exact. À droite, je trouve que c'est ce qui manque dans le discours politique. On a un discours économique et politique qui est un peu boboche. Il y a ces thématiques-là récurrentes. On réagit beaucoup à l'actualité. On a une grille d'analyse. De ce côté-là, la droite est bien structurée, mais elle n'a pas sa thématique claire qui donne un espoir, qui donne une explication de pourquoi ils font les choses, c'est quoi l'objectif réellement.
Si tu arrives et tu dis aux gens, on veut que vous soyez plus riches, on veut vous enrichir, ainsi de suite, ça ne parle pas à tout le monde. Mais ça, par contre, de dire, non, on veut que tu aies une opportunité. On veut que tous les gens qui sont prêts à mettre les efforts aient l'opportunité d'améliorer leur situation. Puis d'en parler, la mobilité sociale devrait être la redistribution de la richesse de la gauche. Donc, ce que je veux dire, c'est la thématique centrale de pourquoi tu t'impliques en politique, pourquoi tu veux améliorer la situation des Canadiens, comment tu veux t'y prendre. Au lieu de jouer à Robin des Bois et de dire on veut redistribuer la richesse, c'est de dire non, moi, je veux focusser énormément sur la mobilité sociale. Je veux que quelqu'un qui a été malchanceux, qui l'avait un peu plus dur que les autres, ait la même chance que les autres, ait la possibilité de gravir des échelons lui aussi, ait la possibilité d'améliorer son sort, ait la possibilité de faire mieux que ses parents. Puis ça, c'est un objectif pour nous. On veut mettre en place des conditions gagnantes pour que les gens puissent faire mieux que leurs parents. Crime, c'est un message positif, là, me semble. Je trouve qu'il y a de quoi de le fun là-dedans. Puis tu mets un mot, je veux dire, mobilité sociale, je savais à peu près c'était quoi parce que je suis pas cave. Mais je veux dire, j'entends jamais un politicien de droite parler de ça. J'ai l'impression que ça pourrait être leur acte de noblesse de leur côté. C'est quelque chose qui s'intègre super bien dans leur discours, puis c'est facilitant. Oui, puis c'est pour ça que moi, ce que je veux mettre l'accent sur, c'est le fait que. Puis c'est là que, encore une fois, les gens de gauche pensent qu'on dit des choses, puis ils ont des clichés parce qu'ils n'ont jamais rencontré. Eux, leur vision de ce qu'est une personne de droite, c'est ce que Chantal Hébert résume de Pierre Poilievre, puis qui est une vidéo d'un politicien qui essaie de scorer des points. Puis là, elle pense que ça, c'est une philosophie très profonde. Je veux dire, non, ça ne l'est pas. Le point que moi, je fais souvent, c'est que je dis qu'il y a une différence entre intervention et redistribution. Et souvent, l'intervention dans l'économie, d'essayer de manipuler les marchés, de faire un Pierre Fitzgibbon de toi-même, ça redistribue dans la mauvaise direction. Tu réduis les chances de mobilité sociale, tu crées des mauvaises inégalités. Et je pense qu'il y a des redistributions qui sont importantes. Merci Pierre, je suis content que tu sois là pour ton Noël. Point est bon avec ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Il était là, on l'a. Mais ton point est bon parce que si l'élément central de ta politique, un peu plus à droite ou de centre-droite, c'est de dire augmenter la richesse, tu vas avoir des tendances à aller vers ce que Fitzgibbon fait de son côté, de dire, arriver et dire... Tu vas confondre marché et... Oui, parce que toi, tu dis, écoute, moi, mon objectif, c'est d'augmenter la richesse de la nation. Donc, le moyen d'y arriver, c'est d'aller dans des technologies de demain, puis on va mettre de l'argent. Exactement. Fait que là, tu tombes dans la planification. Comme Legault, là, de genre, nous autres, notre but, c'est d'être pareil comme l'Ontario. Exactement. Tandis que quand tu arrives, tu dis, moi, mon objectif, c'est d'augmenter la mobilité sociale des gens. Bien, la première chose que tu ne feras pas, c'est des subventions. Parce que ça crée justement un sentiment d'injustice, ça crée à peu près le contraire de ce qu'on veut de la mobilité sociale. Tu sais, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui est déjà établi. C'est pas ça le point. La mobilité sociale, c'est que tu veux que les gens qui n'ont pas accès au système, qui n'ont pas accès aux politiciens, qui n'ont pas accès aux fonctionnaires, qui n'ont pas accès aux subventions, tu veux que ces gens-là aussi aient la chance d'aller compétitionner un jour les grandes semences. C'est pour ça que quand on en a parlé tellement qu'on parle d'éducation. Est-ce que je veux que le ministère de l'Éducation soit aboli? Oui, absolument. Est-ce que je veux que les écoles il n'y ait plus d'écoles publiques? Oui, absolument. Est-ce que je veux que les parents reçoivent l'enveloppe du ministère de l'Éducation dans leur poche directement pour pouvoir financer l'éducation de leurs enfants? Oui, absolument. C'est juste que je n'ai pas besoin je veux des programmes sociaux qui sont vraiment conçus pour s'assurer que quelqu'un qui est né avec un désavantage d'opportunité ait accès à des opportunités additionnelles. Ça ne nécessite pas une grosse intervention dans l'économie. Ça peut être des programmes ciblés. Ça peut être le Negative Income Tax de Milton Friedman. Ça peut être des vouchers pour l'éducation. Ça peut être des vouchers pour les garderies. Ça peut être des Medical Savings Accounts. C'est toutes des choses que tu aides les gens directement, mais tu n'essayes pas de dire comment faire le marché. Tu n'essayes pas de manipuler. Tu veux leur donner toutes les opportunités possibles. Un des meilleurs programmes que j'ai vu établi au Canada pour aider réellement les gens dans le besoin, c'est Stephen Harper qui l'a fait. Ça s'appelle le régime d'épargne enregistré d'invalidité. Honnêtement, là, quand ça a été mis en place, cette affaire-là, j'ai fait « I like it ». Ça, c'est un bon... Je me souviens de ça. I like it. C'est, grosso modo, là, il y a toutes sortes c'est vraiment un programme qui est complexe. Malheureusement, ils l'ont complexifié, mais peu importe. Quelqu'un qui a le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées peut déposer dans un REEI un 1 000 $ par année. Ce 1 000 $-là va être subventionné à la hauteur de minimalement un autre 1 000 $ et ça peut monter jusqu'à 3 500 $ supplémentaires de subvention.
tout dépendant de ton revenu ou de la personne, de la situation familiale de la personne. Tu sais, ça exige. Puis là, vous allez dire, ouais, mais la personne qui n'a pas le 1000$, il y a aussi des bons. Il y a des systèmes pour les personnes très, très, très pauvres. Mais il y a un volet à ça que j'aime, c'est responsabilisation. Prends le temps d'aller voir ton institution financière, d'aller mettre de l'argent de côté. Puis le programme a été fait fondamentalement pour les parents qui ont des enfants handicapés. Ouais. Leur crainte, ces parents-là, c'est ça va bien tant que je peux m'en occuper. Mon fils a 35 ans, il a un handicap profond. Tant que je suis vivant, ça va bien. Mais là, un jour, je vais mourir. Puis quand je vais mourir, qu'est-ce qui arrive de mon enfant? Ben, Harper est arrivé avec cette solution-là pour permettre à ces familles-là de mettre de l'argent de côté pour que cet argent-là soit accessible à l'enfant handicapé une fois que ses parents sont partis, grosso modo. Là. Moi, quand je vois la façon de penser de Stephen Harper dans le design d'un programme social qui est définitivement là pour aider les gens les plus en difficulté de notre pays, c'est la bonne façon de faire des régimes sociaux. C'est comme ça qu'on doit les penser. Qu'il y ait un volet responsabilité dedans, qu'il y ait un volet de responsabilisation, qu'on prenne le temps d'utiliser des outils financiers. Puis en plus, ces outils financiers-là sont là pour préfinancer des dépenses. Donc, Pour vrai, de tous les gens que j'ai vus être en politique, je vais faire un commentaire ici, Stephen Harper, c'est probablement celui qui était dans les plus intelligents, de très loin. Mais aussi que je pense vraiment qu'il y avait une vision de ce qu'il voulait faire. Puis oui, OK, d'accord, il veut le pouvoir, puis il a fait des choses que je trouve absolument niaiseuses. Mais au final, je pense vraiment qu'il y avait une vision des idées politiques. C'est pour ça que maintenant, on ne le voit plus, puis il ne parle plus, parce que je ne pense pas qu'il tripait tant que ça. Alors qu'il y en a vraiment que je pense qu'ils sont là juste parce qu'ils aiment ça qu'on parle d'eux, puis qu'on les aime. Puis je suis pas mal sûr que Pierre Poilievre, j'ai pas encore énormément d'estime de lui. Puis honnêtement, je l'ai pas autant que Trudeau, là. La barre est basse. J'espère, matin. Mais tu sais, je veux dire, Pierre Poilievre est député depuis qu'il a 24 ans. Je pense pas que Pierre Poilievre a des idées très profondes, pour vrai. Ouais, quand tu écoutes le podcast avec Jordan Peterson, tu vois que le gars, c'est quand même pas un cave. Là. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il était cave. Je pense juste qu'il y en a que... Je pense que Stephen Harper, c'est vraiment quelqu'un qui avait sa vision du Canada, qui a maturé pendant... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait été député initialement, qu'il avait été avec le Reform. Il avait parti avec le Reform, il était assistant parlementaire. Il essayait de créer un parti à partir de rien. Là. Quand tu fais ça, tu crois vraiment à un set d'idées. Puis après, il était tanné parce que ça n'allait pas dans la direction qu'il voulait, puis il est allé à la National Coalition of Citizens. Puis après ça, il est revenu parce qu'il voulait réunifier la droite. Mais je pense que c'est le gars qui avait la vision, qui avait maturé le plus de c'était quoi pour lui un bon gouvernement. Puis qui avait pris le temps d'y réfléchir pendant très, très longtemps. Je suis pas mal sûr que de tous les gens que j'ai vus au pouvoir, j'en ai pas vu autant qui ont pensé à cette vision-là, ou du moins qui l'ont... Un Paul Martin s'en approcherait-tu? Je pense que je le mettrais, lui et Philippe Couillard, c'est sûr que je mettrais les plus proches. Dans la même catégorie. Je ne suis pas sûr que je serais capable de les distinguer, mais je pense que c'est ceux qui avaient pris le temps vraiment de penser à c'était quoi leur vision. Et c'est aussi pourquoi c'est tous des politiciens que personne n'a aimé. Parce c'est que vrai, ça. La seule raison les trois, tu as nommé Couillard, Paul Martin, Stephen Harper, qui fondamentalement, trois politiciens qui n'ont pas fait de dommages. Vraiment. Honnêtement, les trois, je les considère des accidents. Puis ils sont détestés, les trois. Mais tu sais, tu dis Harper, on le voit plus beaucoup. Moi, je peux me tromper, mais C'est à son crédit. Mais il est en arrière de Poilievre. Mais je vais aller plus loin que là. Je vais aller plus loin que ça. Pierre Poilievre, c'est la réponse de Stephen Harper à la demande populiste grandissante en Occident. Et il le dit clairement dans son bouquin. J'ai fait 1000 fois j'en parle. Lisez-le, ce petit livre-là. Si vous voulez comprendre la vision que Harper avait de la politique canadienne, lisez Right Here, Right Now, le livre de Stephen Harper qu'il a publié il y a 4-5 ans de ça. Et dedans, il raconte très bien, il raconte des discussions de salon qu'il y a avec Jason Kenney. Quand lui, Jason Kenney, je pense Daniel Smith était là aussi, il regardait à la télé l'élection américaine où Donald Trump a été élu. Et Stephen Harper, le soir même, disait à Jason Kenney, OK, là, il faut changer de stratégie. Malheureusement, les conservateurs sont beaucoup sur des sujets un peu ésotériques qui ne touchent pas trop le commun des gens. Il faut rapprocher le discours des gens parce que si on ne le fait pas, on aura un jour un Donald Trump
Maxime Bernier. Au Canada. Et malheureusement, ce que les Chantal Hébert, Michel C.O.G. et tout de ce monde ne comprennent pas, c'est que ce qui se passe en ce moment avec les conservateurs fédéraux, c'est la réponse de Harper, d'une certaine manière, à la possible dérive populiste, si vous voulez appeler ça comme vous voulez. Là. Mais tu vois je ne dis pas que c'est une bonne idée. Je ne dis pas que je suis d'accord ou whatever. Ce n'est pas un jugement moral que je fais. Je dis que derrière tout ça, parce qu'ils ont essayé là, avec Scheer, avec O'Toole, ils ont essayé cette stratégie-là et ça ne fonctionne pas. Donc, oui, mais aussi, en fait, on reviendra à mobilité sociale vite après, là, mais je pense que ça va nous permettre de faire le lien avec mobilité sociale à nouveau. Stephen Harper est probablement le politicien le plus antipopuliste que j'ai jamais vu. C'est vrai il était d'un antipopulisme absolu, beaucoup moins populiste que Justin Trudeau, d'une certaine manière. Mais en même temps, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que présentement, ce que Poilievre fait, qui fait qu'il monte dans mon estime, c'est qu'il est d'un calme absolu. Il est absolument en contrôle de son discours, puis il n'est pas agressif, puis il n'est pas hostile. Puis Pierre Poilievre, présentement, est en train de devenir un antipopuliste. J'espère juste qu'il y a une vision aussi profonde de ça, puis qu'il va être un autre accident, comme on dit en anglais, fortuitous accident de la politique canadienne, puis qui va être populaire, qui va être impopulaire, mais toujours réélu quand même. Malheureusement, je pense que ça risque de ne pas être super les années à venir, étant donné le nettoyage qu'il va devoir faire. Dernier commentaire. Il va être haï, là. Dernier commentaire là-dessus, ce que j'ai trouvé intéressant dans les dernières, là, c'est un peu plus d'actualité là, pour les gens qui vont écouter, mais il y a certains moves des fois que je trouve rassurants, entre autres le fait que, puis je sais pas mal de sources sûres que ça vient de lui et sa garde rapprochée, ils ont fermé la porte à Éric Girard. Parce que Éric Girard a déjà été candidat, on l'oublie, là, mais il était, je pense, en 2015 candidat pour les conservateurs. Et il y a une espèce de je ne sais plus qui, mis dans la tête des conservateurs que leur représentant politique au Québec, c'était la CAQ. Là. Mais il y a l'air d'avoir un fil conducteur entre les deux qui, pour moi, ne fait pas vraiment de sens idéologiquement parlant. Girard. Et finalement, les conservateurs ont dit non, Éric Girard, ça va être correct. Et essentiellement, les points de discorde, c'est les subventions à XY patente, le manque de rigueur budgétaire, la position de Girard sur toutes sortes de dossiers, alors que la position facile aurait été de le prendre. Aurait été de dire, c'est un gars qui a été ministre de l'Économie, c'est un candidat connu, ça nous ferait une face connue au Québec, qui, somme toute, Éric Girard, à part l'histoire des Kings de Los Angeles, c'est pas le pire des caquistes. En termes d'image, là. Puis, tu sais, si l'élection est dans 1 an, les gens auront oublié ce truc-là. Là. Fait que, tu sais, ils auraient pu le prendre, mais pour des raisons, je pense, de principe, ils ont décidé de ne pas le faire. Je trouve ça plutôt rassurant parce qu'en général, un politicien va toujours sauter sur les occasions de recruter des gens qui ont une bonne notoriété. Une bonne notoriété, une feuille de route intéressante. Ouais, mais il a déjà été. Ouais, mais il n'y a aucune de vos idées, c'est pas grave, il a déjà été ministre, ça nous prend des gens d'expérience. Bien à Lévis, c'était ça. Là. Ouais, mais l'expérience, je pense pas qu'elle compte pour tant que ça. Il y a juste les journalistes qui sont impressionnés par ça. La plupart des électeurs ne savent pas c'est qui. Même à part peut-être en Beauce, où les gens sont vraiment conscients de qui est là. Mais tu sais, dans la plupart des places, les gens à Montréal ne savent pas c'est qui leur député. Il n'y a personne qui sait c'est qui ton député. Personne qui sait c'est qui l'ancien ministre de X. C'est juste que tu essaies de te créer une crédibilité auprès des journalistes. Mais la réalité, c'est que, à part, puis ça revient à la même chose que quand c'est le PM, il y a juste le PM, le ministre des Finances, puis un autre dude qui compte, dépendant de la priorité du moment. Il n'y a jamais personne d'autre qui compte dans le gouvernement. Là. C'est ça la réalité. Puis c'est celui qui est au top qui décide. Les gens, il faut qu'il y ait une équipe. Non. Non, malheureusement, l'équipe ne compte pas tant que ça. L'équipe qui est importante, vous ne la connaissez pas, c'est le staff en arrière. Yep, beaucoup plus importante. Mais l'équipe de ministres, là, je te garantis que France-Hélène Duranceau, là, c'est ça. Ouais. Elle, là, tout le monde s'en sac. Puis tout ce qu'elle fait, en fait, quand il compte négativement, OK? C'est des gens qui te causent des problèmes dans les médias. Un bon ministre, personne ne le connaît. That's it. Ouais, c'est sûr. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des gens de Lionel Carmel.
un monsieur qui paraît bien devant la caméra, qui a l'air gentil et humain. Qui. Moi, non. Qui. Moi, Lionel, il est bas dans mon estime maintenant. Ouais, je me souviens de l'anecdote. Mais, en tout cas, pour revenir à la mobilité sociale, parce qu'on a fait un écartade, ouais. Les places au Canada où est-ce qu'il y a beaucoup de mobilité sociale, c'est toutes des places où il y a peu d'intervention de l'État dans l'économie. Ouais. Puis si on pouvait développer un cadre de politique publique qui fait en sorte que les marchés sont plus ouverts, qu'il y a plus de concurrence, qu'il y a moins de barrières à l'entrepreneuriat et que l'aide de l'État soit ciblée aux individus selon leurs moyens, tu aurais probablement la recette idéale. Parce que je veux juste dire le dernier chiffre que je trouve le plus hot, là. Dans l'article que je montrais initialement, la mobilité intergénérationnelle, là, je vais faire mon dernier share screen, je promets, c'est ce tableau-là. Ce tableau-là, la première colonne, il dit « rags to riches ». Ça, c'est-à-dire la proportion de gens qui sont dans le bas 20% de la population, qui leurs parents étaient dans le bas 20%, puis que eux finissent au 5e. Québec, 10%? 9%. Alberta, 18,5%. Wow. Tu as le double de mouvement d'un extrême à l'autre de la distribution. Puis quand tu compares, le deuxième colonne, Cycle of Poverty, tu nais dans le bottom one, tu restes dans le bottom one. L'Alberta, 26% des gens le sont. C'est la plus basse proportion de toutes les provinces canadiennes. Wow. Le Québec, 29% des gens. Puis ça, c'est encore une fois, ça, c'est leur revenu après impôt. Malgré les transferts sociaux, 29% des gens qui sont dans le bas 20% de la population, sont nés dans le bas 20% de la population, restent dans le bas 20% de la population. Au Québec, puis ceux qui sont dans le top 5 puis qui restent dans le top 5, c'est 30%. Ça montre une chose, par exemple. Hein? C'est-tu dur rester au top? Yep. Est-ce que c'est dur rester au top? Ah, solide. 70% des gens qui atteignent le top drop par rapport à leurs parents. Yep. Puis ça, c'est fondamental. Les gens qui réussissent, construisent une entreprise, finissent millionnaires, parce que grosso modo, je pense que ton top 5%, c'est des gens qui, à leur retraite, ils ont probablement 1 million d'impoches. Peut-être pas dans le temps, mais en dollars d'aujourd'hui. Ils finissent millionnaires, vendant leur entreprise, tout ça. Il y a un transfert de patrimoine qui se fait, plus souvent qu'autrement. Dans cette classe de société-là, il y a du transfert de patrimoine. Ça finit dans les mains des enfants. Des enfants qui ont probablement été dans des écoles privilégiées, dans des quartiers privilégiés. Ils deviennent députés de Québec solidaire. Aussi. Dans Tachereau. À peine, un petit peu plus que le tiers de ces gens-là se maintiennent au top. Wow! Puis d'ailleurs, j'aime ça, j'adore ça. C'est pas de voir des gens. Hey, lui, il était riche. Non, mais les enfants des gens riches se retrouvent. C'est juste, écoute, pense à c'est quoi une richesse extrême. Ça serait fou de dire qu'une richesse extrême est suivie par une autre richesse extrême, par une autre richesse extrême et encore plus extrême que la précédente. La plupart du temps, tu as une réversion vers la moyenne. Les gens qui sont les enfants des milliardaires finissent souvent à être millionnaires, puis leurs enfants à eux deviennent des gens pas mal normaux. Exemple classique que j'aime beaucoup donner, les enfants d'O.J. Simpson sont nés très, très riches. Et les enfants d'O.J. Simpson, une est professeur d'école secondaire, l'autre est agent immobilier. Bon, c'est sûr qu'O.J. a des petits problèmes. Mais tu sais, je veux dire, par définition, il y a des événements qui vont se passer. Mais ce mythe-là. Qui vont te ramener vers la moyenne. Mais ce mythe-là, parce que depuis le début, on tourne autour un peu de l'idée que la classe moyenne disparaît, puis les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches. Cette légende-là, c'est qui véhicule ça? Parce que c'est un lieu commun qu'on. Mais c'est un lieu commun qu'on entend depuis toujours. Là. Moi, j'ai entendu ça, puis tu sais, c'est un des chapitres même dans Factfulness. C'est l'idée que les marxistes appelaient ça la paupérisation. Là. Donc, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, jusqu'à temps qu'il reste que les riches et les pauvres. C'est toute l'idée aussi du 1%, là, la fameuse patente dans le compte Wall Street. Dans le monde que tu décris, là, les pauvres sont toujours plus pauvres, les riches sont toujours plus riches. On devrait voir une classe moyenne diminuer tout le temps, normalement. Ben, eux, c'est ce qu'ils disent. Puis ce qu'on voit dans des pays libres et démocratiques, c'est que la classe moyenne prend de plus en plus de place, puis la classe moyenne a un niveau de vie qui est de plus en plus intéressant. Ouais, ben je te dirais que j'ai 3 explications sur pourquoi ça pogne tant que ça. Puis pourquoi ça pogne un peu plus aujourd'hui. 2 explications sont généreuses, une est très cruelle.
La première, c'est juste qu'on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe autour de nous. Puis dans le passé, les riches vivaient avec les riches, les pauvres vivaient avec les pauvres, puis il y avait peu de chances de l'observer. C'était ségrégé. C'est vrai, ça. C'était beaucoup plus ségrégé. Le fait aujourd'hui qu'on vit dans une société qui est beaucoup plus... ostentatoire. On le voit maintenant parce que tu peux... Avec Instagram, tu as la richesse en pleine face. Là. Exactement. Fait qu'il y a peut-être le fait qu'on pense que c'est plus, alors qu'en réalité, ça s'est amélioré, ça ne s'est pas détérioré, mais l'information est beaucoup plus grande et donc l'image qu'on a est distorsionnée relativement à la Dans réalité. les villages du Québec, il y a 50, 60 ans, les notables de la place, c'était le notaire, c'était le médecin, c'était... Il n'était pas exceptionnellement différent. Il y avait juste une grosse maison, il était au centre du village, il était proche de l'église. Puis ouais, mais il était dans la même église que toi, tu le côtoyais. Mais c'était les seuls. Il y avait une admiration envers ces gens-là, mais il était 5 dans le village. Mais tu ne voyais pas les Hugh Allen du Golden Square Mile à Montréal, tu ne voyais pas les PDG des sociétés de transport, de train, des sociétés ferroviaires, en fait. Tu ne les voyais pas. C'était pas aussi important. Fait qu'il y a ça, c'est la première. La deuxième, c'est le fait que l'enrichissement qui vient, parce que la mobilité absolue est présente, puis l'enrichissement aussi est assez important, bien, il y a beaucoup plus de biens et services qui sont disponibles et on a beaucoup plus de choses qui nous intéressent et on aimerait pouvoir toutes les acheter. Alors, ça soutient le sentiment de jalousie un peu. Exactement. Et la troisième, c'est la cruelle. C'est que quand tu disais tantôt qu'il y a des gens qui réversent en arrière, la plupart des gens qui se soucient des inégalités de la manière et qui veulent plus de redistribution, et non pas ce que nous, on défend, qui est plus de mobilité sociale, plus d'enlever toutes les barrières dans les portes des gens, puis de s'assurer qu'au moins on a nivelé la chose en termes d'opportunités, que tout le monde ait la même ligne de départ à toute fin pratique, là, pour reprendre une vieille analogie surusée. Ben, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne se promettent pas d'en faire dessus, puis disent on devrait juste prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est des gens qui sont généralement des fils de riches ou des enfants de riches qui sont jaloux du fait qu'ils ne sont pas aussi riches que leurs parents, puis qu'ils n'ont jamais vu c'est quoi une personne travaillante. Puis je m'excuse, la personne qui me vient en tête tout le temps quand je pense à ça, c'est Catherine Dorion, qui est l'image classique. La haute bourgeoisie de Québec. Oui, des gens qui sont à la marge des grandes fortunes sans être des grandes fortunes, qui n'ont jamais voulu quoi que ce soit, mais qui ont une sorte d'envie extrême. Et après ça, ils vont essayer de jouer sur l'émotion auprès des gens. Ils vont être les suppliers à toute fin pratique. Ce que Edward Glaser, dans un article que j'aime beaucoup, The Political Economy of Hatred, qui vont vouloir fomenter une haine d'un autre groupe de gens pour leurs propres intérêts. Tu sais quoi, j'ai aimé tes chiffres, Vincent? Sur la ligne de l'Alberta. Je ne sais pas si on peut les réafficher pendant que je parle. Là, ça serait vraiment cool. Je les ai un peu en tête. Là. Le 5e quartile dans tes chiffres est formé... Quintile. Quintile, excuse. Le 5e quintile de tes chiffres en Alberta est formé de 18,5% de gens qui proviennent du premier et également de 37,5% de gens qui étaient déjà dans le 5e. Yep. Il y a un head start. Si tu es né dans un quartier bourgeois, de parents qui étaient dans le 5e quintile, tu as un head start. Ce n'est non négligeable. Ça a un impact. Par contre, si tu es dans le premier quintile, tu as aussi une chance d'atteindre le 5e. Ta probabilité est plus faible que si tu étais né dans le bon quartier avec les bons parents. C'est clair. Ta probabilité est nettement plus faible. Mais c'est pas la fin du monde. C'est faisable pour tout le monde. Là. Parce que la moyenne serait à 20%. Chacun des quintiles, c'est ça. Dans le fond, tu as 5 probabilités. Tu as le P1,5, tu as le P2,5, P3,5, P4,5, P5,5. Si c'était une société où est-ce que tout le monde a la chance égale, ça serait 20% partout. À peu près, oui. Mais que si tu pars d'en bas pour te rendre en haut, tu as 18,5% de chance d'y arriver. C'est très près de 20%. Là. C'est très, très près de 20%. Ça veut dire que la personne que ses parents n'ont arraché vraiment beaucoup dans leur vie, là, cette personne-là, c'est presque une chance équivalente de n'importe qui d'y arriver. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens... Moi on n'a pas le reste des chiffres, le P3,5, P4,5, on les a pas. Si j'ai à guesser, là, le plus petit chiffre qui est possible, ça doit être le P4,5.
Donc, ceux-là qui sont sur le bord, tu sais, la classe moyenne supérieure, là, moi, je peux te garantir que je ne l'ai pas dans l'article, mais j'ai vu tellement d'articles là-dessus. C'est beaucoup plus dur pour les gens dans le 4e quintile, mettons, de grimper dans le 5e que la personne dans le bas. Parce qu'il y a un apprentissage qui s'est fait dans le bas. Puis si tu veux créer une entreprise... c'est qui, là, le groupe dont tu parles? C'est pas tout le monde qui comprend, je pense. P1-5, OK? Tes parents étaient pauvres, étaient dans les 20% les plus pauvres. Et tu finis dans le 5e, donc de ton côté, tu finis dans le 20% des plus riches. Donc, toutes les histoires d'entrepreneurs à succès... Rags to riches en anglais. Exact. Les entrepreneurs à succès qui disent « Moi, je viens d'un quartier ouvrier ». Une Josée Legault qui dit qu'elle vient d'un quartier ouvrier. Elle fait des textes drôles, Josée Legault, mais si son histoire est vraie, elle vient réellement d'un quartier ouvrier. Elle, c'est un P1-5. Josée Legault est un P1-5. Donc, on peut rire de ses textes, mais il y a quand même une certaine chose de louable dans ce qu'elle a accompli dans la vie de son côté, Josée Legault. Ça, c'est juste parce que j'ai un texte dans sa tête, mais ça vous donne un exemple pareil. Mais le P4-5 a moins de chances, lui, d'atteindre le 5e. Le P4-5, c'est la personne qui part de la classe moyenne supérieure. Donc, ses parents sont... Il va y rester très probablement. Ou peut-être baisser. Mais la personne qui est vraiment sur le bord d'être considérée comme riche, d'être dans les 20% les plus riches, elle est proche de ça quand même. Elle a moins de chances de devenir riche que la personne qui était très pauvre dans sa jeunesse. Chris, arrêtez donc de bitcher ce pays-là, tabarnak. L'Alberta est un pays? Non, mais... Ça devrait l'être. Ben, même si tu prends... je peux faire le même discours avec les chiffres du Québec, puis c'est encore le fun. C'est encore le fun. C'est moins hot qu'en Alberta. C'est moins hot qu'en Alberta, mais l'Alberta, ce qu'elle offre comme possibilité pour quelqu'un qui veut travailler, c'est donc bien le fun. C'est donc bien hot. En fait, j'ai le goût de vivre dans des pays de même. Hein. Le Québec n'est pas si en dessous de la moyenne canadienne. Les places que tu ne veux pas être au Canada, là, si tu es dans le bas 20%, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis Manitoba. C'est les places que tu ne veux pas être. C'est les 5 pires provinces. Le Québec est juste dans la moyenne. Puis peut-être que Terre-Neuve, ça va changer parce qu'ils sont en croissance. D'ailleurs, les chiffres, j'aurais dû donner ce détail-là. Si je ne me trompe pas, c'est les gens qui sont... je vais juste dire les années, là, parce que c'est les gens qui sont nés... La mobilité des gens qui sont nés entre 1963 et 1970 aujourd'hui. Okay? Donc, c'est relativement à leurs parents dans cette période-là. Donc, ce n'est pas le Québec d'aujourd'hui. C'est l'Alberta. Pouvez-vous arrêter de dire qu'il n'y a pas d'opportunité dans ce pays-là? Si tu te bottes le cul, tu es capable de réussir au Canada. Si tu ne mets pas des barrières stupides dans les règles, dans les jambes des gens, en leur disant qu'il faut qu'ils achètent telle licence, puis que s'ils veulent chauffer un taxi, il faut qu'ils achètent un droit à 140 000 $ à Montréal. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à 140 000 $ pour avoir le droit d'utiliser ton char pour mettre des gens dedans. C'est des choses comme ça qui limitent la mobilité sociale. Le nombre d'histoires de gens qui sont devenus riches avec... en fait, je pense que c'est le gars de Tata Industries, le géant de l'acier en Inde. Sa première job dans sa vie, c'était de chauffer un taxi à Mumbai, je pense. Puis après ça, il a construit une industrie sidérurgique la plus grosse au monde. Fait que tout ce qui est relié à du protectionnisme ou du corporatisme, c'est ça qui fait que la mobilité sociale est... T'sais, on parlait dans le podcast précédent du profit de la guerre au profit des épiciers et tout ça. Là. Mais toutes les barrières à l'entrée dont tu parlais qui fait que c'est compliqué pour quelqu'un de, je sais pas, partir une nouvelle chaîne de magasins de telle affaire ou de détaillants de produits spécialisés. Bien, tous ces trucs-là, ce sont des barrières à la mobilité. Un peu comme, on avait fait un podcast il y a plusieurs semaines de ça où tu disais, quand tu joues trop avec le salaire minimum, à un moment donné, c'est comme si tu sciais le premier barreau de l'échelle puis t'empêches les gens. On a tendance à penser qu'on aide les gens démunis à se sortir la tête de l'eau. En fait, peut-être qu'on les sort un peu de l'eau, mais en haut de l'eau, il y a une échelle puis tu as scié le premier barreau. Fait que là, comment tu fais pour monter dans l'échelle? Tu avais un article qui s'appelait comme ça, justement, là, de Ladder Income, ou je ne sais plus trop. Là. Mais c'est un peu le même propos. C'est que la vraie question, c'est qu'est-ce que l'État fait pour empêcher ou pour nuire à la mobilité des gens. Puis là, je pense que d'une province à l'autre, si on pouvait aller voir tout dans le détail, on serait à même de voir pourquoi, dans le fond, les... Je vais faire un dernier share screen. Non, mais attends un peu. Vas-y avant, mais je vais juste montrer de quoi. Sais-tu pourquoi j'ai vraiment aimé ton sujet aujourd'hui? Vas-y. C'est que moi, mon père, là, quand il était dans la trentaine,
il venait de nous avoir, là, il était dans le P1. Il n'avait pas de job, puis il avait de la misère à en avoir de la job. Il faisait le tour des usines, il prenait tout ce qui passait. Il travaillait, il prenait tout ce qui passait. Fait faillite dans la vingtaine. Il est retourné à l'école dans le début trentaine. J'étais allé vivre à Matane pour sa technique en électronique, je ne sais pas trop quoi. Pour finalement avoir une job dans une usine qu'il a voulu avoir toute sa vie. Il a voulu l'avoir toute sa vie, cette job-là, dans une usine-là, puis il allait porter son CV tout le temps. Puis il avait de la misère, puis il a fini par l'avoir. Puis on a été bien éduqués, on a été capable de faire du sport en masse. Il s'est dévoué pour nous autres. Mais quand je regarde les 3 frères, là, ben là, moi, j'ai 2 business. Là, je veux dire, j'ai dépassé de loin la richesse de mon père qu'il va avoir dans toute sa vie. Ouais, mais je suis sûr que ton père a aussi dépassé le sien. Oui, mais lui, il a amélioré beaucoup sa vie lui-même. Oui, si on compare sa vie aujourd'hui... Il faut se souvenir que la région la plus pauvre historiquement au Québec, là, deuxième après la Gaspésie, c'est le Bas-Saint-Laurent. I know that. Historiquement. I know that. Mais ça, là, ça me touche parce que lui-même, mon père a amélioré énormément ses conditions. Moi, c'est un no-brainer. Lui, on est parti au même âge. Mon père, à mon âge, il sortait tranquillement du P1. Il va être dans le P2 à peu près. Puis, tu sais, moi, je suis dans le P5 aujourd'hui. Mon frère, en construction, un gars super vaillant, contremaître de chantier, tout ça, il est rendu un des actionnaires de son entreprise pour laquelle il travaille. Mon autre frère a eu des bonnes jobs dans les pénitenciers, haute sécurité. Il a travaillé fort là-dedans. Il travaillait au CN. Présentement, c'est un inspecteur CCQ. Il mène bien sa vie. Sa blonde est policière. Il vit vraiment une belle vie. Tu sais, ça va bien, les choses. Puis, tout le monde vit bien, mais je veux dire, on a tous eu cette opportunité-là au Québec. Mais il y a une caractéristique, les 3 frères, c'est que les 3, on se botte le cul facilement. On travaille fort parce qu'on a vu notre père travailler fort toute notre vie. Tu sais, c'est une valeur chez nous, là, le travail. Là. Puis j'en ai jamais voulu au gouvernement de ne pas nous avoir envoyé de chèque tabarnak. C'est pas ça qu'on demande, c'est pas ça qu'on veut. Là. Ce que tu veux, c'est d'avoir la chance que si tu mets des efforts, tu vas réussir. Tu vois, quand tu dis que tu veux mettre de la chance, des fois, c'est ça aussi l'importance de ne pas mettre des barrières dans les gens. Le truc là, que je partage à l'écran, je vais le faire apparaître. C'est. Puis je veux vraiment rajouter que ce que je vais dire, c'est parfaitement une illustration de ce que Yann dit. Ça, c'est un papier que je suis en train de faire avec un gars qui s'appelle James Dean de Western Carolina University. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on utilise exactement les données que je vous ai montrées cet épisode-ci sur les provinces canadiennes. Puis on teste si la mobilité sociale augmente avec les augmentations du salaire minimum. Parce que l'argument des gens de l'IRS puis tout ça, c'est que ça aide des gens à sortir de la pauvreté. Puis ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde exclusivement les gens dans le bas 20%. Puis la ligne, là, la manière de lire ça, c'est que delta, c'est-à-dire le changement en pourcentage MW, c'est salaire minimum. Puis ça, la première colonne, c'est la croissance du salaire sur 5 ans. Le nombre, c'est une autre mesure de la croissance du salaire sur 5 ans. Ici, il y a 2 mesures différentes. Le nombre de déciles que tu montes et le nombre de gens, la proportion des gens qui montent de plus que 3 déciles. Quand tu ne tiens pas compte du niveau initial du salaire minimum. C'est 1,2% des gens qui montent de plus que 3 déciles? Oui, mais ça, il n'y a pas d'effet significatif. S'il n'y a pas de petites étoiles, 0%, ça veut dire 0. Ça veut dire que l'effet n'est pas distinguable de 0. Puis d'ailleurs, regarde, tu vois le nombre de décimales qu'il y a là, c'est loin. Les erreurs sont grosses. Quand on tient compte, en gros, ça n'aide pas. Le meilleur scénario, c'est que ça n'aide pas. Le pire scénario, quand tu tiens compte de la valeur du salaire initial, d'ailleurs, le salaire minimum est exprimé relativement au salaire médian dans la province. OK? Donc, je prends relativement au marché du travail. Quand tu tiens compte du niveau initial du salaire minimum, bien, le niveau initial fait réduit de beaucoup, puis les changements empirent la situation. Donc, si tu augmentes le salaire minimum de 1%, peu importe de où est-ce qu'il était initialement, ben, tu vas avoir une croissance du salaire de moins de... Il faut que tu multiplies ça par 100. Ben, ici, ça va être de 0,09% plus basse. Fait que tu ralentis la croissance du revenu. Ici, le décile, ben, si tu augmentes le salaire minimum de, disons, tu doubles le salaire minimum, donc de 100%, ben, au final, tu vas monter de 0,4 déciles moins qu'avant. Donc, tu as moins de mobilité sociale, puis ça tient à travers toutes les mesures, ce qu'on trouve. Donc, tu as beaucoup moins de gens
qui expérimentent la mobilité sociale après le salaire minimum. Après une grosse augmentation du salaire minimum. La morale, c'est les barrières. T'empêches aux gens la première opportunité. Si tu mets des barrières à l'entreprise, parce que là, le but de moi et James, c'est de décliner cet argument-là sur plusieurs angles. On veut le faire avec les réglementations sur les entreprises, sur les effets des product regulations, sur le coût de la vie, sur le marché du logement. Donc, il faut qu'on construise un indicateur on essaie de créer un indicateur de l'offre de logement, puis de montrer que, regarde, si tu décides d'avoir un marché ouvert du travail, d'avoir libéralisé le marché du logement, que tu ne taxes pas trop les entreprises, que tu permets aux gens d'ouvrir des entreprises facilement, que tu t'embarques pas dans des lubies protectionnistes, bien, voici la mobilité sociale. Si tu veux des programmes sociaux après qui aident et qui ciblent vraiment les plus pauvres, tu vas juste améliorer ça. Mais la réalité, c'est que les marchés sont immensément puissants si tu les laisses fonctionner pour générer de la mobilité vers le haut. Puis il n'y a personne qui en parle. C'est ça la chose qui me fâche le plus. Même à droite, là, quand j'essaie de parler de mobilité sociale à droite, les gens entendent l'aspect de moi, parce qu'il y a des gens qui savent que dans le passé, j'ai été un gars de gauche. Puis entendre la version de gauche. Ah, Vincent, il n'a juste pas grandi encore au complet. Non, au final, ce que j'essaie de dire, c'est que vous ne comprenez pas que c'est un sujet qui est important, puis ça se promouvoit avec les marchés. Ben, c'est un sujet qui se promouvoit pas mal plus que bien des affaires, puis qui fit la philosophie de quelqu'un de droite à 100%. Libéral. Christy, puis honnêtement, là, venez pas me faire à croire que ça ne touchera pas les personnes à qui vous vous adressez. Parce que moi, vous l'avez vu, le sujet me touche pour vrai. Ça vient chercher de quoi dedans de moi? J'ai vu mon père se sortir du trou. J'ai vu le succès que ses fils ont de son côté parce que justement, il a été un exemple pour nous de travail acharné. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que ça parle au monde. C'est sûr que ça parle au monde. Oui, il y en a des gens qui veulent des chèques. Oui, il y en a des gens qui veulent travailler moins puis avoir plus d'argent. Ça va toujours exister. Mais ça, c'est basé sur la jalousie. C'est une émotion négative. Si tu construis ton discours politique autour d'une émotion négative, on n'avance pas. On n'avance pas. Tu vas peut-être gagner tes élections, mais tu n'avanceras pas. Si tu réussis à forger ton discours politique autour d'une émotion qui est positive, crois en toi, c'est possible. Notre job à nous, c'est de te libérer le chemin. Si tu as un obstacle, s'il y a une embûche, si c'est de notre faute, on va essayer de te l'enlever. Christy, il y a de quoi faire avec ça là, comme discours politique. Là. Non, c'est ça. Si ton discours est uniquement basé sur la jalousie, le ressentiment, c'est pas des moteurs super beaux. Là. C'est pas des sentiments très nobles. C'est du populisme. Comme disait Rousseau, comme par hasard, on veut toujours l'égalité avec ceux qui en ont plus que nous. Mais c'est un peu ça. Là. C'est assez rare que quelqu'un dise « Moi, je suis pour l'égalité, je vais m'égaliser au niveau de ceux qui sont en dessous. » En général, ce qui motive ça, c'est pas mal que tu regardes en haut puis tu as un sentiment d'envie. Il n'y a personne qui veut l'égalité. On déguise un mauvais sentiment en recherche d'égalité. Il y a des gens que je suis convaincu que pendant la Grande Dépression, quand ils voyaient les fortunes, à regarder les fortunes des riches s'effriter plus vite que celles des pauvres, ils diraient « Quel beau développement! » Ah, mais c'est ça. Mais... Catherine Dorion. Ouais. Catherine Dorion. Il n'y a personne qui m'aime. Mais tout le monde parle de moi en bien. Sauf les gens que j'aime pas. Ouais, c'est ça. OK, anyways. Écoute, on peut conclure là-dessus. Bref, la morale de cette histoire, travaillez! Travaillez, bande de lâches. Vous aurez le temps de dormir quand vous serez mort. C'est ça. Incroyable. Merci tout le monde d'avoir été là, puis merci à Vincent pour ce sujet-là qui... c'est le fun de travailler. Je pense que c'était un très bon sujet. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine.